livresque, bienvenue dans votre émission Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et vous partager un nouveau portrait livresque. Aujourd'hui, je reçois pour vous un auteur gabonais, Dorlan Chancely Olengue, auteur de plusieurs œuvres, parmi lesquelles L'histoire de Petit Grand, publié en 2022 aux éditions Symphonia, roman actuellement au programme en classe de troisième. Dans la même année, l'auteur commun un essai Gabon, crise de l'autorité de l'enseignant au secondaire, conséquence d'une école négligée. Et en novembre 2022, un deuxième roman, Ntiaï, l'orpheline, livre qui nous réunit aujourd'hui. Mais récemment, je vous informe que l'auteur a publié un roman, J'ai failli perdre mon mari, aux éditions Symphonia. Mais aujourd'hui, nous parlons du roman Ntiaï, l'orpheline. Dans ce roman, il explore une réalité complexe sur le destin des enfants privés de leurs parents, communément appelés orphelins. Sans plus attendre, nous sommes honorés de recevoir notre invité pour discuter de son livre et de son approche à cette question délicate. Bonjour Dorlan. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Portrait livresque. Merci. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Partagé. Bien sûr. Pour nos internautes, qui est Dorlan? Dorlan, c'est un jeune Gabonais, un citoyen gabonais, Bien sûr. originaire du village d'Oloa, un village C'est au Haut-Ogoué? dans l'Haut-Ogoué, très reculé, mais d'ailleurs, il n'a pas de route, pas de courant, rien du tout. Et il est enseignant de philosophie du second degré général dans un passé récent, vice-président de l'Union nationale des étudiants du Gabon. Ah, je vois, président du mouvement des jeunes du G2. Ça, c'est un autre mouvement. C'est une association. Une association. Donc, une association qui regroupe tous les en droite ligne avec le changement, les visions, la vision qu'on voit aujourd'hui avec les nouvelles autorités, si l'on peut dire. On va dire que nous avons compris le fonctionnement, sinon ce qu'il fallait faire dans le pays avant même qu'on arrive à Bien sûr. D'accord. D'abord, s'intéresser à ta casquette de lecteur. Comment tu lis? Quelles sont tes lectures préférées? Il faut dire que j'ai lu tout, vraiment tout. Tout ce que je peux trouver sur la main, j'essaie de lire. Que ce soit des romans, des poèmes, des essais, parfois des magazines. Bien sûr. Tout ce que je trouve, vraiment, je lis. Et mes meilleures lectures, sinon mes meilleures œuvres, sont des œuvres gabonaises. Parce que je me suis donné pour mission, si Dieu me le permet, avec l'énergie qu'il faut, d'être capable plutôt de lire tout ce que les Gabonais ont eu à écrire. Justement, aujourd'hui, il n'existe plus de secret pour moi en termes des ouvrages de certains Gabonais. Yeah. J'ai des collections et des collections. J'ai des collections de Maurice Otombakoké, des collections de Maurice Justine Mita, ils sont nombreux comme ça. Quand tu arrives à la maison, j'ai classé et par moment, je donne un livre à mes nièces, les enfants que j'ai à la maison, et c'est comme ça. En famille, un soir, chacun prend le livre. Que la meilleure manière de transmettre, c'est de faire. Bien sûr. Transmettre dans les actes. Donc, j'espère que dans ta collection, tu as des auteurs contemporains, nos jeunes plumes, comme toi. Oui, oui. J'ai les livres, par exemple, de Racine de Sage, j'ai Boumichi. Bouchidi plutôt. Excusez, je coche même son nom. Et donc, c'est comme je disais, je n'ai pas de barrière. J'ai lu tout le monde. Oui, moi je suis d'accord. Les anciens comme les contemporains. Et vu que chaque livre m'apporte, en chaque livre, il y a une énergie, une histoire, une aventure peut-être à vivre ou vécue. Du coup, des expériences. Aujourd'hui, chaque humain a besoin de trouver son chemin, a besoin de se guider au meilleur possible. Or, lire les contemporains te permet de connaître un certain nombre de choses sur les réalités de ton temps. Donc, c'est la même. Bien sûr. Ce qui fait que je ne lâche pas prise. Et quelle est ta récente lecture? Bien, le dernier livre lu? Bien, dans le temps, j'ai relu L'aventure ambiguë. Il y a 2 jours, s'il faut dire. D'accord. Mais comme je te disais, je lis chaque semaine un livre, minimum un livre chaque semaine. Donc, il y a une semaine, le recueil de nouvelles, c'est que le chien a vu Anza. Il y a une semaine.
comme ce sont Des des nouvelles. nouvelles, avec les enfants à la maison, on a commenté, on a essayé de comprendre. D'accord. Et parmi les auteurs gabonais, est-ce qu'il y a une plume en particulier qui t'inspire dans ton écriture en tant qu'auteur? Tout ce que j'ai eu à lire m'inspire. C'est-à-dire, il n'y a pas une plume que je vais venir comme ça dire c'est tel ou bien c'est tel. Non, quand je dis inspiré, c'est dans le sens où tu t'es dit, bon, j'aime bien l'écriture de cet auteur, par exemple. J'ai envie de faire comme lui, ou bien sa vision des choses m'inspire, me permet aussi d'aller dans ce sens, par exemple. Quand je collectionne les livres, quand je collectionne les styles. D'accord. Parfois, je suis en train d'écrire. Si le chapitre m'amène à une lecture que j'ai déjà eu à avoir un jour, je me dis, ben, est-ce que je ne peux pas adopter dans telle situation le style de monsieur? Donc, je commence par un livre avec une idée à dire, je vais faire comme tel. Mais je suis quand même influencé par Maurice Okoumoko, je veux dire. Seulement, il existe des auteurs, parce que autant je lis les autres, autant je consulte. Et selon certains aveux, ils font des plans, des livres. Il a le livre en tête, il fait le plan comme s'il voulait revenir à moi. Et par la suite, il se met à écrire. Et du coup, quand j'ai écrit Petit Cran, c'est parti de la dénonciation des mots qui minent la société gabonaise. Comme ça, c'est pas que tout le monde le dit. Il y avait un système, disons, quand vous lisez Petit Cran, tout de suite, la dénonciation à ce qui s'est passé au niveau du parti de masse électrique, si l'on peut dire. Je suis aujourd'hui avec Dorlan Chancely Olengue. Nous sommes à la première partie de l'émission. Nous découvrons l'auteur, nous découvrons sa passion pour l'écriture, pour la lecture aussi. Donc, place à la deuxième partie, nous allons découvrir l'œuvre du jour. Pour ton récent roman, Ntiaï, l'orpheline. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est bien. Ntiaï. Donc, que veut dire Ntiaï? L'orpheline. Oui, je n'ai pas compris pourquoi tu dis Ntiaï, l'orpheline. Donc, l'orpheline. Oui. Pourquoi cette tautologie si bien? Ben, on va dire que Ntiaï, c'est en langue teke. L'orpheline, en langue française. Donc, tout de suite, si une personne, un lecteur, il ne va pas tout de suite comprendre qu'il s'agit de l'orpheline. Et je vais essayer de faire une précision. Ntiaï, c'est un personnage que je qualifie comme orpheline. Bien sûr. Bien qu'il porte le nom qui signifie l'orpheline, il est d'abord personnage. Et je précise par conséquent qu'il s'agit d'un personnage orphelin. Bien sûr. Mais en fait, je suis en train de me poser la question. Est-ce que tu ne trouves pas que toi, ce que tu pouvais faire, c'était de laisser ce beau titre-là tout seul, Ntiaï, et dans le texte, quand le personnage Ntiaï apparaît, fallait tout simplement nous balancer ceci en note de bas de page, la définition. Oui, c'est possible. Tu trouves pas? Et donc, la richesse du livre vient de ça. Bien sûr. Le coup d'œil qu'un lecteur peut avoir, tu ne l'as pas forcément au moment d'écrire. Et ce n'est que comme ça. Bon, la langue du colon toujours en train de nous poursuivre. Les couleurs sont très bien choisies, j'ai apprécié. Donc, on a ce jaune, ce blanc, et en arrière-plan, on a le noir. Et cette jeune fille qui pleure, sont des pleurs de souffrance, de douleur, de détresse, sont des pleurs de sang. Donc, on est là. Comment là s'est passée la construction de la première de couverture? C'était ton choix? Oui, c'est mon choix. Il faut dire que le Gabon a plusieurs talents. Parce que j'écris, c'est l'infographe qui fait la couverture. C'est mon désir. Et il est très bon. À chaque fois que j'amène un texte, j'explique la vision et il en ressort. Le noir renvoie au malheur chez nous. Le jaune au soleil. Et Ntiaï est en jaune. L'orpheline est censée souffrir. Bien sûr. Mais son nom est écrit en jaune. Qu'est-ce que cela veut dire? On va découvrir ça plus tard ou on va laisser au lecteur le soin de découvrir, hein, parce que ce sera trop facile de vous donner les clés de lecture. Tout à fait. Donc, il faut dire que la première de couverture parle d'elle-même. Bien sûr. Ok, Ntiaï, comment est née cette histoire? Qu'est-ce qui t'a inspiré?
Ce qui m'a inspiré, c'est le vécu de mon épouse. Maëva Landi, épouse Olengue. Elle a perdu sa maman, elle avait 9 ans. Donc, moi, quand je gagne le CEP au concours, comme je te disais au début, hein, oui, bien sûr. J'ai grandi dans un village, un petit villageois. À 12 ans, j'ai le CEP au concours. Et dans mon département, il n'y a ni CEP, il n'y a pas des établissements secondaires. Et ma maman va m'amener à Kieni. Me dépose, elle paye un réchaud à pétrole, 10 pains. Désormais, tu es orphelin. 12 ans. Et pourtant, elle vit. Hein. Oui, c'est juste pour t'apprendre à vivre sans elle, en fait. Tu es très loin. Elle dit, désormais, tu es orphelin. Mais il y a une chose qui peut te sauver. Quand tu as faim, tu pleures. Après, tu prends le cahier, tu lis. La croisée de tes chemins doit être la lecture. Quand tu es heureux, c'est bien. À la fin, tu dois lire. Tu es malheureux, c'est pas bien. Mais à la fin, tu dois lire. Elle me remettait 5 000 jours, les 5 000 le mois, pour vivre dans une ville où je ne connais personne. Il fallait payer la sardine de 200. Les sardines là, 200. Ça fait il y avait 3 sardines. Et je découpais un morceau que je mangeais à 13h, un autre morceau le soir. Et je me suis senti vraiment orphelin. J'arrive en 3e, donc je connais mon épouse, elle est en 5e. Elle vit pratiquement la même réalité que moi. Et on va comme ça commencer à se fréquenter sur la base du partage de misère et de souffrance. Et la relation va partir de là. À la fin, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, tiens, il me faut écrire un livre pour dire combien les orphelins traversent des situations difficiles. Et pour information, il ne se passe pas une année sans qu'on descende dans un orphelinat pour faire des dons aux enfants. Dorlan, on va continuer avec les personnages. Voilà, on va prendre un personnage. On va prendre l'image de la grand-mère, Niane, qui est très présente dans le récit. Et la question que je me pose, pourquoi elle n'a pas su en fait imposer son autorité en tant que grand-mère? C'est qu'à la fin, elle revient chercher ses enfants. Tu as commencé à mettre la grand-mère en avant, au début du livre. Et au milieu du texte, on voit qu'elle disparaît à un moment donné. Et celle qui prend la place, c'est Kuna, la tante des orphelins. En fait, pourquoi à un moment donné, Niam disparaît? L'enfant, dans nos traditions, l'enfant appartient à l'oncle, pas au père. Et donc, du coup, lorsque Otima décède, Otima a des sœurs et des oncles. L'enfant n'appartient pas à la grand-mère. Et tant que Otima vivait, elle pouvait donner des conseils, elle pouvait être présente, prendre des positions à travers Otima. Et dès qu'Otima n'est plus, restent les sœurs d'Otima, restent les oncles des enfants d'Otima qui pouvaient, s'ils voulaient, intervenir. Mais comme ils ont donné quitus à leurs sœurs, et à partir de là, Nian a disparu. Bien sûr, ok. Donc, Kuna est dans l'obligation de prendre, même si elle se désigne, voilà, elle choisit de prendre la charge pour garder Ntiaï, Simon et les autres. Mais on se dit que les enfants, quand ils iront chez la tante, ils seront bien traités. Mais c'est un leurre, en fait. C'est-à-dire, les enfants vont souffrir, les enfants vont être maltraités et pourtant, ce sont propres sang. Pourquoi, en fait, les tantes, les tontons réagissent souvent de cette question? Elle est banale, hein, mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi moi, je prendrais mon neveu, qui est orphelin, je vais le garder, je vais pas le traiter au même niveau que mon propre fils. Le livre vient d'écrire. Le livre ne répond pas à cette question. L'auteur va répondre. Donc, sur la base du vécu et sur la base de la narration, disons, de l'élément du livre, il faut dire qu'il y avait déjà une certaine jalousie. Chez nous en Afrique, quand vous apprenez, vous faites vos études, vous obtenez un bon travail, il faut vous attendre à être sorcier. Il faut vous attendre à être, on va dire quoi, attaqué par les chiens. Le simple fait que Orchidée passe son temps, combien de fois, on ne sait pas.
C'est vraiment vraiment un travail énorme que tu fais. Mais je peux t'assurer que là dehors, il y a des gens qui se disent, elle se prend pour qui? Là dehors, il y a des gens qui peut-être euh, disent des choses sur toi, autour de toi, ou qui sont en train de te souhaiter la mort. Bien sûr. Pour que ceux-là qui se croient, on va dire, on va parler comme les Gabonais, en haut grâce à toi, puissent subir un jour le fait que tu n'es pas là. Et dans nos familles, il faut souvent faire attention aux personnes qui sont à côté de nous. Même la personne qui est en train de sourire, peut-être en train de dire pourquoi elle. C'est ce qui arrive quand les parents décèdent. Bien sûr. On veut montrer aux enfants que il y en a qui se souviennent même du jour où on avait l'enfant manqué du respect pendant que la Et c'est vrai, hein? et de dire quand ta mère était là. Ouais. Que, Malheureusement, c'est le quotidien de beaucoup d'enfants. Quel dommage. Et on va prendre un peu, je vais prendre le lézard, cet animal qui revient à chaque fois dans le texte. Il est en fait ici présenté comme un annonce, on peut dire quoi? Peut-être un annonciateur, un orateur. Voilà, c'est toujours en train de prévenir. Quelle est la symbolique en fait du lézard chez Dorland? Le lézard, on ne le voit pas partout. Dans la ville, vous allez voir les marmouyats partout. Partout, bien sûr. Mais difficilement le lézard. Regardez sa position d'agir. Vous le voyez, il est en danger et qu'il pénètre dans les ailes. Difficile pour lui de faire du bruit. Il est discret. Dans la vie, dès qu'il t'apparaît, il te demande d'être discret, comme lui. Il ne t'apparaît pas comme ça. Mais moi, je trouve en fait que là aussi, Niam, la mère de Otima, n'a pas fait son travail convenablement. Pourquoi? Parce que elle, Otima, qui voit le lézard, elle était censée connaître en fait la classification du lézard. Mais la mère n'a pas su en fait inculquer l'enfant dès le bas âge en fait toutes ces traditions en fait, ce qui constitue l'identité aussi de la culture africaine. En fait. Et Dorland, il y a ce côté aussi proverbial qui apparaît dans ton récit. On a l'impression que Dorland, c'est un homme de sagesse, c'est un homme de transmission. Pourquoi, en fait, avoir toujours insisté sur ces proverbes? Je vais prendre un ici. Si un homme ne partage pas la tête de l'oiseau avec le voisin, au prétexte que ce n'est pas suffisant pour deux, c'est qu'il minimise le degré de leur amitié. Dorland, c'est un homme de sagesse. Il veut transmettre quelque chose reçu dans son jouet ou encore dans son olois. Bon, Dorland, c'est un jeune garçon qui a grandi à l'école de son père et qui très tôt est obligé de devenir grand. 12 ans, c'est le concours. Orphelin sur la base du fait que je ne vivais pas avec mes parents. Et au petit moment que je pouvais aller au village, j'écoutais papa, j'écoutais maman, et ne sortait de leur bouche que des conseils. Papa, surtout avec des proverbes, et qu'il finissait par expliquer. J'ai embrassé la philosophie, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Les proverbes chez nous, on va dire, c'est une grande philosophie. Bien sûr. Ce sont des sagesses à porter, à méditer, à chercher à mettre en pratique. Et c'est le rôle de monsieur Lengue, père. Bien sûr. Dans ma vie de tous les jours, je parle pas, je suis orateur de mariage d'ailleurs. Et on ne fait que ça. Oui, il y a des proverbes, toujours des paraboles maintenant. Et donc, tu peux profiter pour me donner l'explication. Oui, la tête d'un petit oiseau parce qu'il pense qu'elle est trop petite, ce qu'il néglige la grandeur de son amitié. Ça veut tout simplement dire que vous prenez est-ce que votre maman, parce qu'elle a eu un petit gâteau, va vous laisser faim? Nous, en Afrique, on n'est pas individualiste. Non, pas du tout. Et il ne faut pas importer ce qui ne nous appartient pas. Il faut savoir distribuer. Il faut savoir partager avec les autres ce que l'on gagne. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas parce que c'est petit, mais c'est parce que vous estimez, vous avez amené une sorte de division dans la famille ou dans l'entourage. Parce qu'au village, non pas de l'entourage, on parle du village. Un vieux qui allait en forêt, qui tuait sa viande,
il partageait à tout le monde. Tout le Petit morceau. village, Vous êtes un comme ça, peu. si vous recevez un petit morceau dans un paquet, c'est elle qui a tué l'antilope. Est-ce que vous voyez? Bien Et sûr. ça participait à la cohésion sociale. Ça faisait que ton problème n'est plus ton problème à toi seul. Ton problème nous appartient à nous tous. Et ton bonheur également nous appartient. C'est ce que j'ai voulu dire À travers ce proverbe, bien sûr. Les livresques, que vous pouvez retrouver d'autres proverbes similaires qui pourront éveiller votre curiosité, qui pourront aussi contribuer, bien sûr, à votre construction identitaire. Et on est ici avec Dorlan, Chancely Olengue. Nous parlons de Ntiaï, l'orpheline. L'histoire de Petit Grand s'inspire de ton vécu. Ntiaï, l'orpheline, s'inspire de l'histoire de Maïva, ton épouse. Et on a l'impression que Dorlan s'inspire du vécu, de son vécu, vraiment des choses qui l'entourent. Toujours toutes ces réalités. Raison, parce que là, je peux mettre la philosophie. Il n'y a pas de souci. La conscience ne détermine pas l'homme. Les conditions sociales déterminent ce que nous sommes et ce que nous serons. Donc, par conséquent, pour le moment, Dorlan Olengue écrit sur les choses vécues, entendues ou vues. Je ne suis pas encore sorti de là. Je n'ai pas encore produit des livres, on va dire, c'est l'imaginaire, une simple fiction qui n'a pas trait à la réalité. Non. La réalité, elle est mienne, la réalité de mon semblable, la réalité des citoyens gabonais. Dorlan, ici, on a l'intrusion d'autres genres. C'est-à-dire, on a la poésie et on a encore la lettre, la correspondance. Pourquoi tu as voulu, en fait, introduire ces deux genres? Bon, je sais pas, à ce niveau, je sais même pas pourquoi, mais je sais une seule chose. Le roman est un genre qui peut tout contenir. Il peut arriver que vous êtes là, en train de faire la poésie, à travers un passage. Bien sûr. Les poètes, j'aime beaucoup les poètes satiriques. Et parfois, je peux tomber sur une situation où il faut dire les choses avec le style poétique. Et moi, quand j'écris, je me dis pas, bon, c'est un poème, c'est ceci. Encore que je ne suis pas encore poète. Je suis en train de m'initier à cela. Pourquoi la lettre? La même réponse. Vraiment, dans un roman, le roman peut tout contenir à l'intérieur d'une seule œuvre. Bien sûr. Ça transporte le lecteur. Parce que là, la poésie transporte vraiment. Énormément. Énormément. Et du coup, pendant que le lecteur est en train de lire, il s'identifie à ce que vous êtes en train de dire et tout de suite, il n'est plus là. Vous pouvez l'avoir là dans votre vie de tous les jours, le regard fixé sur le livre, mais au fond, il n'est plus là. Et c'est cette sensation que j'essaye de vouloir injecter, sinon transmettre à mes lecteurs. À tes lecteurs, bien sûr. Dorlan, avec Ntiaï, l'orpheline, quel est le message ou encore quel est l'objectif premier de ton roman? Mon objectif premier, c'est de donner des conseils à tout le monde, à ceux-là qui vivent comme au Tima, qui sont trop gentils envers les gens et qui finissent par laisser leur peau. À ceux-là qui peuvent parfois négliger les orphelins. Je ne sais pas demain qui, chez nous, on a l'habitude de dire, quand un enfant vient au monde, il appartient à tout le monde. Il faut le traiter, l'éduquer comme si c'était ton propre enfant. Et surtout, le conseil au gouvernement. Regardez notre pays, le Gabon. Vous en connaissez des orphelinats de l'État? Il n'y en a pas. C'est des tierces personnes qui essayent par-ci et là de mettre en place des orphelinats, mais il n'y en a même pas assez. Parce que parfois on peine, il n'y a pas un mécanisme de suivi des orphelins. Non pas seulement des orphelins, des enfants abandonnés. Il n'y a pas vraiment un mécanisme, et du coup on se retrouve avec la délinquance juvénile, les gens qui, s'ils étaient suivis, devaient être des grands messieurs de ce pays. Donc c'est des conseils, c'est aussi surtout la dénonciation à l'endroit de ce qui peut être de travers dans notre société. Merci Dorlan. Et les livresses que vous avez bien entendu Dorlan, ce sont des conseils ou encore des interpellations à l'endroit des autorités
Il n'y en a pas assez d'orphelinats, créez-en, mettez-en à la disposition des populations, de ces enfants qui se retrouvent aussi déjà à la rue, parce qu'il y en a qui sont obligés de vivre dans la rue pour fuir la méchanceté de ces soi-disant parents. Donc, et d'Orlan, je me pose en fait la question de savoir, toi qui as côtoyé ou encore toi qui continues de côtoyer cet univers en allant faire des dons avec ton épouse en fait. Est-ce que tu t'es déjà posé un peu des questions, prendre un peu des témoignages, comment ils vivent en tant qu'orphelins? La dernière en date, il y a de cela 2 semaines. Je pleure pas, d'habitude. Je suis resté là et je pense que mon cœur pleurait. Merci. Ils vivent la dure. D'autres, il arrive des situations où, même pour s'habiller, ils ont du mal. Se nourrir, c'est pas la peine. Et se soigner, c'est la catastrophe. La dame que j'avais croisée là-bas me disait tantôt que elle a recours aux méthodes traditionnelles pour résoudre le problème du palu, de ceci. Elle veille parfois toute la nuit avec un enfant sur ses bras parce qu'elle ne sait pas où partir, quoi faire. Notre État, est-ce qu'il y a des possibilités d'adoption ici au Gabon, clairement établies? Il n'y en a pas. Des orphelinats, il n'y en a pas. Pendant ce temps, ces enfants ne vivent pas l'aisance. Il faut penser à tout le monde si l'on veut construire ce pays. Ils n'ont pas demandé à être orphelins. Il faut partir vers eux. Il faut arranger, il faut améliorer leurs conditions de vie. Voilà ce que je peux dire. Donc, en quelques mots, il n'y en a pas des orphelinats de la part, en fait, d'initiative du gouvernement. Ce sont des ONG, de gens qui ont décidé, en fait, d'une propre initiative. Si je suis là, je décide d'ouvrir l'orphelinat avec mes propres moyens, en espérant avoir des partenaires ou encore des sponsors qui vont aussi porter la chose, porter le projet. Pour le moment, mon enquête, ils disent quoi? Ils vivent des dons. On va dire un citoyen qui se lève, qui pense un jour aux orphelins. Oui. Et parfois, ils sont politisés. Ils sont pris pour de bêtes de la tabaski, c'est-à-dire un moment politique, pour montrer au monde que moi, je suis un bon politicien. On braque les caméras, on donne 2 sachets de riz, la façade. Mais dans le fond, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, le livre, il est disponible. Vous pouvez l'acheter, comme je disais plus haut. Vous pouvez l'acheter auprès de l'auteur. Et comme j'aime toujours vous le recommander, allez-y, l'acheter auprès de l'auteur pour avoir la plus belle dédicace, s'il vous plaît. N'oubliez pas de contacter le numéro qui s'affiche sur vos écrans. D'Orlan, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Ton mot de la fin. Bon, Orchidée, moi, j'ai souvent la difficulté à avoir des mots de la fin. Parce qu'on ne peut pas, après un très bel échange comme ça, avoir des mots à la fin. On a envie de parler. Mais je veux quand même dire quelque chose. Déjà, te féliciter parce que moi, je lis, je travaille, mais ce que tu fais est énorme. Malheureusement, autant on ne valorise pas les orphelins, autant on ne valorise pas la culture chez nous. On valoriserait la culture, tu seras notre icône avec tout ce que tu fais. Il suffit de regarder ta page, pour comprendre chaque jour quelle énergie tu y mets. Et comme mot de fin, pour respecter la tradition, je dirais que j'ai présentement un projet qui a vocation à changer. Je suis panafricaniste en fait. Et donc je travaille pour la dignité de l'homme noir. Et j'étais pris comme ça par une idée de ne plus toujours écrire seulement pour les histoires où on voit la magie, la sorcellerie dans nos livres. Écrivons des livres où on mettra aussi en valeur des personnages qui sont des génies, pour que nos enfants, nos élèves, nos lecteurs, quand ils lisent, ils se disent, oui, le personnage, il est fort, mais il est d'où? De quel pays? Parfois, on peut même dire que les Gabonais sont intelligents parce qu'on a lu le livre d'un Gabonais dans lequel le personnage est hyper intelligent. Dans mon livre, Gabon, crise de l'autorité de l'enseignant, conséquence d'une école négligée, je fais remarquer ceci.
lorsque on voit une merveille, lorsqu'on voit une création divine, le blanc est fort. Et donc, même l'intellectuel dit le blanc est fort. Tu joues au ventre comme un blanc. Pourquoi? Parce que culturellement, avant de changer le monde politiquement, il faut le changer culturellement. Donc, j'invite, via tout ce que tu fais, mes collègues, à travailler là-dessus. Voilà ce que je peux dire et surtout te dire merci pour cet échange-là. Merci, merci à toi, Dorlan, d'avoir répondu à notre invitation. Et surtout, je souhaite un bon vent à Ntiaï, l'orpheline, que ce livre trouve un écho favorable. Ntiaï est disponible déjà, n'hésitez pas à l'acheter. Les livresques, c'est sur ces mots que se termine notre interview aujourd'hui. Je vous dis merci de nous avoir rejoints dans ce numéro. J'étais avec Dorlan Chancely Olengue. Nous parlons de son livre Ntiaï, l'orpheline, publié aux éditions Symphonion en 2022. Vous n'hésitez pas à l'acheter. Pour ceux qui sont hors du Gabon, le livre est disponible sur Amazon. On se dit à la semaine prochaine pour un autre portrait livresque, pour une autre découverte. Je vous inviterai à lire énormément ou encore à lire, à découvrir les auteurs que je vous partage. Ce n'est pas uniquement une affaire de partager, de vous présenter des auteurs, mais aussi d'aller à la rencontre de ces auteurs. Si vous avez la possibilité de rencontrer ces auteurs, n'hésitez pas, allez-y, discutez avec eux, achetez leurs livres. Je vous souhaite de très bonnes et de belles lectures livresques à vous. Attention, n'oublions pas les gestes viraux, likez, partagez, commentez la vidéo. Ciao.